Co-organisatrice avec la ville de Thionville de ce Festival des idées. Mais je pense que Démo et Débat n'existerait pas s'il n'y avait pas eu 2015. Cette association s'est créée après les attentats. Et c'est pour nous assez important d'avoir Pierrick Join, le dessinateur de Charlie, d'avoir Agathe, André, et puis d'avoir des gens de l'association Dessiner, Créer, Liberté qu'on a fait intervenir il y a 2 semaines. Ils sont intervenus sur 4 classes d'un collège de Thionville, la Millière, pour apprendre aux jeunes à décrypter les caricatures et à savoir ce que c'était que le dessin de presse. Voilà, je vais laisser Alexis Végal vous présenter ce plateau. Merci à vous, bon festival, et puis on est très contents. Et Conop Niki, particulièrement heureux aussi de vous recevoir, puisque Thionville représente beaucoup dans votre histoire personnelle, dans l'histoire de votre famille. Voilà, bon festival. Merci à toutes et tous, merci d'être présents cet après-midi. Donc pour ce sujet ô combien précieux qui touche à des idéaux de liberté d'expression auxquels nous sommes particulièrement attachés, peut-on encore dessiner ce que l'on veut et rire de tout? On va tenter d'ouvrir quelques pistes de réflexion sur cette question extrêmement vaste. Et donc j'ai le grand honneur d'être entouré par ces 3 invités. Agathe André d'abord, donc journaliste productrice passée par Charlie Hebdo et France Inter, ancienne présidente donc de Dessiner, Créer, Liberté, association d'éducation aux médias, aux dessins de presse et à la caricature qui a été fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme suite aux attentats de 2015. Vous avez coécrit dès 2010 avec Richard Malka et Petit Luc, La Pire Espèce, cette bande dessinée aux éditions Grasset et Vent d'Ouest. Pierrick Join, dessinateur de presse à Charlie Hebdo, vous avez rejoint 3 mois après le drame de janvier 2015 la rédaction. Vous publiez Séjour, ce livre enquête Bébé sans bras, un défi sanitaire aux éditions Les Échappés avec Mélanie Deschalotte. Un déni sanitaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Un défi sanitaire? Pardon, autant pour moi. Je vais revenir très vite sur ce livre. Et puis enfin, Guy Konopnicki, figure bien connue, journaliste romancier, passé par Globe, Libération, Marianne. Vous avez publié en 2020 chez Impact Éditions le livre « Il est toujours interdit d'interdire » dans lequel vous décryptez les nouveaux mouvements de censure qui émergent dans nos sociétés et notamment ce qu'on appelle la cancel culture. Donc merci à tous les 3 d'être présents cet après-midi. Je suis très honoré d'animer cette table ronde. Pour débuter, Pierrick Join, j'aimerais donc commencer peut-être avec ce livre-là et puis revenir à la base de ce qu'est un dessin de presse. Peut-être faut-il rappeler, parce qu'il semble y avoir une forme d'ignorance, et peut-être d'ignorance grandissante, quant à ce qu'est un dessin de presse ou une satire, qui est avant tout, me semble-t-il, un art de la subversion. Mais surtout, et c'est ce qu'illustre ce livre-là, on a tendance à résumer, à réduire, notamment Charlie Hebdo, à sa une. On a l'habitude de dire qu'il vaut mieux parfois un bon dessin qu'un long discours. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, précisément une vision un peu réductrice de votre art ? À savoir que le dessin, la satire, se limiterait à ce que Cavana décrivait comme un bon coup de poing dans la gueule, quelque chose qui finalement se suffirait à lui-même, de manière totalement décontextualisée, donc peut-être sujet à l'incompréhension de celui qui le reçoit, tandis qu'on voit bien avec ce livre-là combien le discours, l'enquête de Mélanie Deschalotte, les textes qui restituent cette histoire sortent renforcés par vos dessins, et combien votre approche subversive de certains points nourrit la réflexion et permet de le rendre pédagogique. Est-ce que, avec un livre tel que celui-ci, et qui est finalement l'essence de ce qu'on trouve aussi dans les pages de Charlie, vous touchez à ce que le dessin de presse, à ce que la satire a de plus vrai, de plus utile, de plus fédérateur, et qu'il est tout simplement un art, un travail incompris ou méconnu, parce qu'il est résumé à ce qu'on en montre ou à ce qu'on envoie de manière décontextualisée dans la vitrine d'un bureau de tabac ou maintenant sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de questions dans la question. Je vais essayer d'y répondre point par point. Quand Cavana disait un bon dessin, c'est un coup de poing dans la gueule, ce qu'il voulait dire, c'est que c'était quelque chose qui ne laissait pas indifférent le lecteur. Donc qui le secouait, qui le faisait réagir, réfléchir, rire aussi. Donc un dessin, ouais, il peut être accusatoire, il peut être satirique, ironique. Le but, c'est que le lecteur n'en ressorte pas indemne. C'est ce qu'on essaye de faire à Charlie, c'est à chaque fois
Au départ, j'en avais pas conscience parce que je me disais, moi j'ai envie de faire des dessins marrants, des dessins, enfin. Mais maintenant, je pense de plus en plus aux lecteurs. J'ai envie qu'ils soient surpris, étonnés quand ils découvrent mon travail, qu'ils ne sachent pas à l'avance quel dessin je vais faire sur l'actualité. Là, c'est vrai que dans la bande dessinée, on touche à autre chose. J'utilise de la satire dedans, de l'ironie. Mais c'est un travail d'abord de reportage. C'est une longue enquête qu'on a fait pendant 2 ans, sur lequel j'ai travaillé avec Mélanie Deschalottes, donc qui publie parfois dans Charlie. Et elle a fait un travail très technique par rapport à l'affaire des bébés sans bras. Elle est partie à la rencontre de la lanceuse d'alerte, des médecins qui avaient tiré la sonnette d'alarme dans l'Ain quand il a vu des patients, enfin des enfants débarquer à son cabinet auquel il manquait un membre supérieur. Ça a été un travail de fourmi en fait. Il a fallu digérer de la littérature scientifique, rencontrer les familles, aller sur place, gagner leur confiance, gagner la confiance aussi des personnes qui avaient essayé d'enquêter, de savoir pourquoi et de proposer des pistes. En fait, c'est des personnes qui ont été complètement rejetées par les autorités sanitaires et du coup qui voulaient même plus témoigner. Donc ça a été un travail pas évident, très relationnel en fait, d'arriver à ce résultat. Et moi, mon boulot de dessinateur, c'était de découper tout ça pour que ça soit digeste et intelligible par le grand public. Donc il y a une vertu très pédagogique grâce au dessin. Et ça diffère un peu de mon travail à Charlie, parce que dans Charlie, en général, je fais des formats assez courts. Ça peut être une colonne, une page, voire une double page, mais, ou un dessin seul. Mais là ça me permettait vraiment de développer un propos et de ne pas être drôle forcément à chaque case. Voilà, donc je suis content d'avoir pu faire ce travail et d'avoir découvert encore quelque chose, même après 8 ans à Charlie. C'est un retour aux sources. Guy ? En même temps, c'est un retour aux sources d'Harakiri, parce que les bébés thalidomides, première histoire de bébés sans bras, avaient fait les joies d'Harakiri, du professeur Choron et de quelques fameux dessinateurs. Voilà. Donc là, ouais, au départ, quand j'ai dit que je faisais un Mais projet sur les... Mais toi, tu es trop jeune pour ça. Quand j'ai fait un projet, on parle des bébés thalidomides dans le livre en disant que le XXe siècle a été maillé de scandales sanitaires et qu'à chaque fois, en fait, c'est la même histoire qui se répète. C'est un déni des autorités sanitaires, même s'il y a des différentes instances qui ont été mises en place au fur et à mesure pour pallier à ça. Donc normalement, nous protéger, on se rend compte que c'est des coquilles vides, en fait, leur principal rôle dans cette affaire, ça a été de tenter de l'étouffer, de faire taire les familles, de ne pas chercher à faire d'enquête, etc. Mais ouais, quand je disais que je faisais un projet sur les bébés sans bras, on me disait « Ah mais du coup, tu vas te foutre de la gueule des bébés sans bras, quoi. » Voilà. Donc non, là, c'est un travail très différent. Et les gens méconnaissent en fait ce travail qui est fait à Charlie, ce travail de reportage. Il y a une polémique qui a éclaté ces dernières semaines et qui cristallise bien le débat auquel on est amené à mener aujourd'hui. C'est le cas Bastien Vives, auteur de bande dessinée qui a donc longtemps bénéficié d'une belle reconnaissance pour son travail avant d'être emporté par le scandale quand le Festival d'Avignon a ambitionné de lui donner carte blanche. Festival d'Angoulême. Qu'est-ce que j'ai encore dit, hein, j'ai encore fait une coquille. Qu'est-ce que j'ai dit? Festival d'Avignon. Voilà. Il va falloir que je remette mes idées. Donc Angoulême, évidemment. On pourrait arguer que voilà, la littérature, les mangas, plus largement le cinéma et la télévision mettent en permanence en scène l'horreur, la violence dans ce qu'elle a de plus cru, de plus sordide, de plus gratuite. Moi, j'ai des exemples de romans noirs particulièrement bousculants qui mettent aussi en scène la pédocriminalité et les auteurs sont tout à fait libres d'en faire la promotion et d'en discuter. Le débat sur Vives, il est plutôt connu. D'un côté, il est défendu sous couvert d'un pur délire transgressif qui se veut plus comique qu'érotique. À l'opposé, ses détracteurs rappellent que le code pénal interdit les représentations à caractère pornographique. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, Guy Konopnicki, c'est un cas qui fait un peu écho à votre livre, puisque vous ouvrez ce livre sur les cas controversés Roman Polanski et Woody Allen. Alors, les cas sont très différents, mais toujours est-il que l'un et l'autre sont aujourd'hui critiqués et sous certains aspects mis au banc.
Mais en tout cas, ce sont des gens qui n'ont jamais représenté à l'écran, en tout cas les fantasmes ou les dérives que leurs détracteurs leurs attribuent, ce qui le distingue un petit peu de Bastien Vivès. Alors, est-ce que vous avez la sensation, et j'en reviens à mon propos sur la littérature noire notamment, qui met parfois en scène des éléments extrêmement crus et violents, et ça passe sans trop de soucis, est-ce que vous avez la sensation que l'image est beaucoup plus sujette à controverse, rend par définition, qu'est-ce que le dessin rend beaucoup plus à controverse le message véhiculé? Est-ce que la force de l'image que l'on souligne souvent par sa capacité à dire quelque chose en quelques coups de crayon est aussi finalement une sorte de danger pour l'artiste dans sa réception auprès du public? Oui, je crois que effectivement, on peut commencer par là, les dessinateurs se mettent peut-être plus en danger que nous qui écrivons parce que nous argumentons. Et donc, ce qui est dans un dessin, c'est un choc, c'est le coup de poing du cher Cavana. Voilà. Et donc, la perception est immédiate. Maintenant, les cas dont je suis parti pour ce livre sont attaqués, menacés de censure, on manifeste contre eux pour des œuvres qui n'ont strictement rien à voir avec les faits dont on les accuse. S'agissant de Woody Allen, c'est simple, il a gagné tous ses procès, il a totalement été innocenté par la justice américaine et qui plus est celle de l'État de New York, qui n'est pas tendre en matière de délits sexuels, mais il a été totalement innocenté de tout ce dont il était accusé par son ex-épouse Mia Farrow, sous pression, de feu sa belle-mère, Jane dans Tarzan, Maureen O'Sullivan, qu'il a toujours détesté, et, sur fond d'antisémitisme, parce qu'elle s'est voulu l'incarnation de la blanche américaine, et elle s'est retrouvée avec une fille mariée avec l'incarnation du petit juif de New York, qui était Woody Allen. Donc, blanchi de tout, on vient l'emmerder pour des choses qui n'ont rien à voir, pour une œuvre très importante, c'est-à-dire ses mémoires, l'histoire d'un des plus grands cinéastes de notre époque. C'est un document extrêmement précieux. L'édition américaine d'Hachette y a renoncé sous la pression d'une manifestation de femmes employées chez Hachette. Et il a fallu la détermination de Stock à Paris pour que l'édition française voit le genre. Emmanuel Carcassonne, directeur de Stock, au vu de la manif, a dit « Moi, je ne céderai pas et je le publie. » Et bravo à lui, parce qu'on a besoin de ce livre. Il y a encore à Paris des affiches traitant de tous les noms Woody Allen au moment où il vient tourner à Paris. Alors cet homme de 80 ans passés, grand cinéaste qui nous fait l'honneur de tourner à Paris pour la seconde fois, se voit insulté. J'ai vu les affiches boulevard Saint-Michel, c'est une honte. Voilà, c'est tout. Quant à Roman Polanski, il y a une affaire pour laquelle il a été jugé. La peine à laquelle il a été condamné, il l'a purgée. Il y a eu une relance de l'affaire par un procureur contre la victime qui avait pardonné. Et il y a des accusations sans preuve, avec des témoins morts pour des faits prescrits. Est-ce que ça a un rapport avec J'accuse? Non. J'accuse est un grand film. J'accuse est notre histoire. J'accuse méritait les Césars. On a eu, pas assez à mon goût. Ce qui est curieux, c'est qu'au nom du féminisme, on a insulté Woody Allen, alors que la seule femme qui, cette année-là, reçoit un César est la costumière de J'accuse. C'est la seule, une seule femme, a reçu un César. Et à mon sens, l'une des actrices aurait mérité un César, elle en a déjà eu, c'est Emmanuelle Seigné, qui joue la compagne du colonel Picard, et qui est, dans la vie, la femme et la mère des enfants de Roman Polanski. Voilà. L'histoire a fait de Roman Polanski l'un des plus grands cinéastes français vivants. Car voilà, il aurait dû mourir dans le ghetto de Cracovie quand il était enfant. Par miracle, il n'est pas mort, contrairement à ses parents. Il a vécu aux États-Unis, en Angleterre et en France. Il laisse une œuvre, enfin il est encore vivant, il laisse une œuvre, mais il laisse déjà une œuvre considérable et des films extraordinaires.
dont un chef-d'œuvre féministe qui est Tess. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître, mais peu de cinéastes ont parlé des femmes, comme Woody Allen dans Tess. Et on va le harceler toute sa vie pour un délit qu'il reconnaît, commis à une époque particulière de sa vie, en dépression absolue, après l'assassinat de sa femme enceinte, Sharon Tate, qui a été assassinée dans des conditions atroces. Et alors qu'il y a des adeptes de son gourou qui se répandent sur les réseaux sociaux, c'est Roman Polanski qu'on l'attaque. Ceci n'est évidemment pas acceptable. Alors ce que je dis, ça c'est dans mon livre, donc je ne vais pas vous le raconter, mais quand on regarde l'histoire de la littérature, il nous faudrait donc revenir sur beaucoup de choses. Est-ce que Sartre pourrait écrire Saint-Genet, défendre Jean Genet, qui était pédophile? Est-ce qu'on enseigne toujours Ronsard? Mignonne, allons voir si la rose. Oh, mais écoutez, Mignonne, elle avait 9 ans, et Ronsard en avait 36. Et puis, quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, elle avait 14 ans, il en avait 56. Remarquez, à cette époque, Henri de Bourbon-Navarre, futur roi de France, qui ne l'était pas encore, trompa la reine Margot avec la belle fosseuse, qui avait 13 ans. C'était une époque où les femmes mouraient jeunes aussi. Oui, absolument. Pas les femmes d'Henri IV d'ailleurs, hein, parce que la première, il a fallu obtenir une annulation au Vatican, et la deuxième lui a survécu. Marie de Médicis lui a survécu assez longtemps, trop longtemps pour la France d'ailleurs, c'est pas très bien passé. Enfin, la belle fosseuse, maîtresse d'Henri IV, dont nous avons des tableaux, avait 13 ans. Et après, Ronsard, on pourrait l'interdire pour une autre raison. Il a écrit des libelles homophobes contre le roi Henri III. Donc des libelles dont les historiens attestent maintenant qui circulaient sous le manteau sur Henri III et ses mignons, et ces libelles étaient bien écrits de la main de Ronsard. Voilà. Et son ennemi, grand poète protestant, Agrippa d'Aubigné, dénonça lorsqu'il était au collège à Genève, parce que la censure huguenote était aussi dure que la censure catholique. Agrippa d'Aubigné... Je suis un peu inquiète parce que c'est un niveau historique qui me... Moi, j'ai pas révisé avant. Moi non plus, je n'ai pas révisé, Guy. Agrippa d'Aubigné a dénoncé un condisciple au collège, l'accusant d'avoir tenté de lui faire subir des outrages sexuels. Or, ce condisciple fut brûlé et ses cendres dispersées dans le Rhône. Est-ce qu'on lit encore Les Tragiques, écrit quelques années plus tard, magnifique texte de langue française et témoignage de la violence et de l'horreur des guerres de religion en France. Voilà. Les questions se posent comme ça. Après, la vie privée de Voltaire, les enfants abandonnés par Rousseau, Victor Hugo, cher à mon cœur, car il était comme moi attaché à Thionville par son père. Bon, mon père n'a pas défendu Thionville. Il était simplement le décorateur des jolis bouts, pour ceux qui ont des cheveux blancs, se souviennent peut-être que les magasins de vêtements étaient joliment décorés à Thionville. Il y avait un décorateur qui venait, c'était mon père. Voilà. Et donc j'ai en commun avec Victor Hugo d'être attaché à cette belle ville par cette fibre filiale. Mais Hugo raconte dans Les Choses vues des moments d'exhibitionnisme à 80 ans devant sa petite bonne. Et même devant son petit-fils, à qui il dit, en montrant un sexe en érection, « Regarde l'intelligence du monde !» Bon, ça ne se ferait plus aujourd'hui, je ne fais pas ça avec mes petits-fils. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça ne se ferait plus aujourd'hui. Oui. Il y a quelque chose avec l'humanité, la civilation qui grandit, Guy, non, mais ça, en fait. Je suis d'accord. Et la question, elle n'est pas d'interdire, évidemment, de dire Victor Hugo. Personne n'a envie d'interdire Victor Hugo. Pour revenir sur Bastiat, sur Vivien
Bah non, mais on peut se. Oh, Oui, on peut. Moi, je Bastien m'ennuie, Vives. là, je suis là depuis tout à l'heure. Je m'enracine. Non, là, mais- je m'enracine. Non, mais bien sûr. Agathe. Je vous remercie. Non, mais pour revenir sur Bastien Vives ou sur d'autres, toutes ces manifestations de la cancel culture, comme par exemple la pièce de théâtre de Sharp, Lettres aux escrocs. Oui, par exemple. Enfin, voilà, moi, ce qui m'ennuie à chaque fois dans tout ça, c'est d'abord qu'on interdit, avant même d'avoir vu, dans le cas de Bastien Vives, l'expo, personne ne l'a vu. Mais enfin, on marche complètement sur la tête. Idem pour la pièce de Charb. Alors, ça avait déjà été des questions qu'on avait posées avec la question de la représentation. Laissez-moi finir. La question de la représentation du prophète aussi, il y a presque 20 ans maintenant. C'est-à-dire, où est-ce qu'elles sont les limites? Qui décide des limites? Mais les limites, on les décide effectivement au tribunal, à vrai dire. Donc, là, ce qui aurait été intéressant dans le cadre de Vives, enfin, il est poursuivi, c'est la justice qui va effectivement déterminer si oui ou non son art outrepasse la question de la pédocriminalité et vice-versa. Et voilà, point. Il n'y a rien à rajouter à ça. Tu as parlé de représentation du prophète, mais ce qui est marrant, c'est que là, dans le cas de Vives, en fait, on s'attaque à des représentations de la sexualité. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pédocriminel, etc. Ce sera la justice de décider de ça. Mais on va choisir de s'attaquer aux représentations parce que c'est facile de les interdire et d'avoir l'impression d'avoir une action sur la pédocriminalité, soi-disant, alors qu'on a juste une action sur la représentation. Et c'est beaucoup plus facile en fait de s'attaquer à ça parce qu'on a un résultat immédiat. C'est pareil quand on s'attaque par exemple, enfin je sais pas, quand il y a une tuerie dans un collège, on va dire c'est de la faute des jeux vidéo ou c'est de la faute des films. Donc c'est de la faute de la représentation de la violence. C'est à cause de ça qu'il y a la violence. Mais en fait, la représentation de la violence, enfin, c'est toujours la violence qui précède la représentation de la violence, quoi. S'agissant des représentations du prophète, la justice a tranché. Charlie Hebdo a gagné ce procès avec tout le talent de notre ami Richard Malka, mais pas seulement, avec la loi républicaine, qui est la laïcité, même ici en terre concordataire. Il n'y a pas en France de délit de blasphème. Et donc, on s'est toujours moqué de toutes les religions. On doit pouvoir continuer à le faire. Je ne vais pas encore refaire l'histoire, le chevalier de la barre et tout ça. On n'a pas le niveau, Guy, on n'a pas le niveau, c'est tout. Et toutes ces choses-là. Le bac est dans 100 jours. Et toutes ces choses-là, la justice a donné raison à Charlie Hebdo, et deux petites frappes sont allés assassiner nos amis. Ils ont payé de leur vie la liberté de la presse. Et ça, pour moi, c'est un point de rupture absolue, c'est-à-dire quiconque, Virginie Despentes par exemple, trouve les moindres circonstances atténuantes aux assassins de T-News, de Volinsky, de Charb, de Cabu, de Bernard Maris, de tous les autres. D'Honoré. Et d'Honoré, j'ai oublié Honoré qui était... figurez-vous que j'ai connu un jour un type qui dessinait sur de la carte à gratter dans une revue, c'était juste après 68, dans une revue improbable, c'était Honoré. J'ai travaillé 20 ans avec T-News, j'ai travaillé avec Cabu, j'étais l'ami de Volinsky, et j'avais rendez-vous avec Charb. Mais vous avez totalement raison sur la question. Donc, il y a une rupture. ces choses... Mais la rupture, elle n'est pas seulement dans la violence qui s'est manifestée, voilà, au-delà de ces assassinats tragiques et qui se sont poursuivis d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on assassine ceux qui dessinent, après on assassine ceux qui regardent, ceux qui enseignent, ceux qui montrent Charlie Hebdo. Alors la prochaine étape, c'est quoi? On va assassiner ceux qui lisent Charlie Hebdo, ceux qui regardent Charlie Hebdo. Moi, je trouve que justement cette forme de cancel, en fait, parce que ces petites frappes, enfin, on ne va pas parler radicalisation aujourd'hui. J'ai fait ça toute la semaine. Ce qui m'ennuie en fait dans tout ça, c'est comment il y a de grands intellectuels qui continuent à semer le doute là-dessus en fait. C'est-à-dire à laisser penser qu'effectivement représenter le prophète, parce que ça a l'air d'être moins le cas quand on représente Jésus-Christ, c'est islamophobe. Et je pense évidemment à des Edwy Plenel, et je pense évidemment à des gens qui ont, je ne vais pas forcément pouvoir les nommer d'ailleurs, mais qui ont des postes extrêmement élevés dans la hiérarchie. À Sciences Po, c'est pareil. On avait fait une intervention autour de, je ne sais plus exactement la thématique. C'était quoi? Satire et démocratie. Satire et démocratie. Donc ce sont des étudiants qui ont 22 ans. Il n'a été question que de ça. C'est que Charlie Hebdo était islamophobe. Il ressortait des images absolument sans les écrire, sans les remettre dans leur contexte. Et surtout, ça allait même plus loin. Il y avait une étude, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015,
qui avait analysé en fait toutes les unes de Charlie Hebdo de 2005 à 2015. Donc c'était sur 523 unes, et en gros pour démontrer qu'en fait sur 523 unes, seulement 37 ou quelque chose comme ça étaient consacrées à la religion et seulement 7 à l'islam. Bon, tout le reste étant évidemment l'ensemble, surtout à la politique, bon bref, aux événements sportifs, politiques, etc. Et là, il y avait carrément un chercheur qui venait démontrer qu'en fait, dans la mesure où en fait, vu la population de musulmans en France, 7 unes, c'était énorme. Donc là, on marche sur la tête et personne n'arrête personne. Donc je pense aussi à François Héran. Est-ce que vous connaissez François Héran? Voilà. Bon, ce type-là, il passe partout à la télévision, il est sur France Culture. Il accuse Dessiner Créer Liberté, qui est notre association, d'avoir fait une fiche qui en fait aurait condamné Samuel Paty. Soit, donc c'est totalement faux, puisque cette fiche a été faite après pour aider les enseignants qui étaient susceptibles d'avoir besoin Non, mais ça va plus loin, parce que donc déjà, le grand chercheur, il y a un problème dans la recherche, en fait, dans la méthode. Et le deuxième élément, c'est comment on ne recontextualise pas ce dessin-là qui a été montré par Samuel Paty. Là, il y a quelque chose d'imminemment vicieux et de volontaire, en fait. Alors justement, Non, mais attendez, si vous voulez... Oui, non, je voulais dire un mot de cette histoire d'islamophobie, parce que c'est un des cœurs du débat. Alors autant... je me battrai toujours avec toute mon énergie contre toutes les formes de racisme, dont le racisme anti-immigré, anti-maghrébin, anti-arabe, comme le faisait magnifiquement Wolinski dans ses dessins, comme le faisait Cabu, comme le faisait Tinius qui vivait à Montreuil et donnait des cours de dessin aux gamins des quartiers, etc. Donc j'ai été un des parrains fondateurs de SES Racisme, ce que je ne regrette évidemment pas. Autant l'islamophobie, de quoi on parle? Il y a des gens très énervés dans la défense des populations marquées par la religion musulmane, que je n'entends pas quand on assassine des femmes en Iran parce qu'elles refusent de porter le voile, que je n'entends pas quand on ferme les écoles de filles en Afghanistan, quand on fouette les femmes qui refusent de porter la burqa, etc., etc. On peut en parler. On peut en parler des homosexuels assassinés dans les pays musulmans, y compris à Gaza. On peut parler de beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que l'islam est une religion qui, là où elle a le pouvoir, peut exercer ce pouvoir de manière totalitaire, comme le christianisme protestant et catholique et orthodoxe a pu l'être et peut l'être encore, comme le judaïsme orthodoxe peut l'être dans certains quartiers de Jérusalem, et que la France, notre pays, a inventé une chose magnifique qui s'appelle la laïcité, c'est-à-dire que nous sommes dans une république qui autorise tous les cultes, mais n'en adopte ni ne finance aucun, ne finance sauf ici, puisque nous sommes dans l'exception. Ça me rappelle le boulot, là. L'exception d'Alsace-Moselle, je la connais, etc. Bien, mais c'est comme ça. Ceci est la base. Il ne peut y en avoir d'autres. Alors après, dans ce qu'on appelle la cancel culture, le woke et tout, il y a toute une série d'extrapolations absurdes. Oui, les femmes ont été mal représentées dans la littérature, dans les arts, etc. Pendant des siècles et des millénaires, elles ont été opprimées. Ce qui n'oblige pas pour autant à ne pas lire. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. Il n'y a pas de... Évidemment. Évidemment. Enfin, voilà. C'est juste pour souligner une absurdité totale à ne pas lire les hommes qui non, en après, parlé, bien ou mal. Par rapport à la cancel culture, ce qui est plus ennuyeux, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, comment ce mouvement, jusqu'où ça va aller en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand la statue de Voltaire, qui se trouvait dans un square à côté de l'Académie française, est retirée parce qu'elle a été vandalisée et qu'il faut la réparer, la restaurer. On ne remet pas la statue de Voltaire
dans un lieu public à Paris, on veut la mettre dans la cour de l'ancienne école de médecine, qui est le siège de l'université Paris-Descartes, je crois. Bon. Et donc, on ne verra plus Voltaire dans la rue à Paris. C'est une blague ou quoi? C'est une blague de ne plus voir Voltaire. Est-ce qu'on retire Voltaire de notre histoire? C'est une blague. Bon. Et donc, nous sommes dans des choses totalement délirantes. Là où c'est plus grave, c'est qu'on va censurer directement des œuvres. Qu'on ne puisse pas, dans 2 départements de cinéma de l'université, projeter J'accuse de Polanski. C'est complètement hallucinant, mais maintenant on ne peut plus y projeter non plus Woody Allen. Qu'on ne puisse pas représenter Échille à la Sorbonne quand les acteurs portent des masques noirs. Alors dans le théâtre grec, le masque de la comédie est rouge, à l'époque d'Échille, et le masque de la tragédie est noir. Et là, le metteur en scène avait voulu représenter pour des étudiants une tragédie grecque comme on représentait en Grèce les tragédies grecques. Voilà. C'est une mise en scène pédagogique. Non, ça a été interdit parce que les acteurs blancs ne peuvent pas être noirs. Ça va même au-delà de ça, c'était, je ne sais plus qui, c'est carrément le traducteur qui n'avait pas le droit de traduire un livre parce qu'il n'était pas noir, je ne sais plus d'où c'est. Oui, non, il y a eu ça. Ça, c'est fabuleux. Et alors, il y a aussi une actrice israélienne. On va peut-être revenir sur le rire. Qui ne pourrait pas jouer Cléopâtre. Il y a aussi une On va leur plomber leur après-midi, là, j'ai l'impression. Il y a aussi une actrice israélienne qui ne pourrait pas jouer Cléopâtre. On me dit que oui. Parce qu'elle n'est pas égyptienne. Bon. Alors, rions un peu, rions un peu. Non, mais sur les contours du rire, justement, parce que vous évoquiez visiblement ces étudiants de Sciences Po qui limitaient Charlie Hebdo à l'islamophobie. Est-ce qu'un des éléments centraux, c'est pas finalement une forme de redéfinition des contours du rire dans sa réception auprès des publics, dans sa diffusion, en termes d'espace, de temporalité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de publics aujourd'hui se trouvent en position de subir plutôt que de choisir en réalité l'objet du rire, avec pour matrice à cela un bouleversement qui me paraît assez important, c'est celui des réseaux sociaux. Un dessin de Charlie Hebdo encore au début des années 2000, il fallait aller le chercher, on l'achetait, voilà, on faisait la démarche d'aller l'acheter et on allait y trouver ce qu'on allait y chercher. Aujourd'hui, un dessin de Charlie Hebdo, il est posté sur les réseaux sociaux et donc livré à la vindicte du premier venu. On entend aussi beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui disent que à la télévision ou à la radio, ils ne disent plus forcément ils ne font plus les vannes qui leur viennent à l'esprit et que la scène devient le dernier espace vraiment de liberté parce que là, le public paye sa place pour venir les écouter. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme aujourd'hui de pédagogie à faire auprès de certains publics qui d'ailleurs peut se traduire, Agathe, par l'association qui a été créée? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réapprendre ou Pierrick, oui, bien sûr, un travail à faire auprès de certains publics pour leur expliquer ce qu'est la caricature et la satire, parce que finalement, ils ne choisissent pas de s'exposer à des choses qu'ils ne veulent pas forcément voir. Est-ce que c'est un travail qui est à faire et qu'il n'y avait pas à faire, ou est-ce que le faire, ce serait céder finalement à une forme de peur, de pression, de menace? Moi, j'adore faire de la pédagogie, mais ça me fait chier aussi de faire de la pédagogie. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on prend les gens pour des cons, on se dit qu'ils sont cons, qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut leur expliquer où il faut rire, à quel moment il faut se marrer, comprendre que là c'est drôle, etc. Moi, ce qui m'intéressait dans le dessin de presse, c'est que c'était publié dans des journaux qu'on achète dans des kiosques, donc c'est directement à la portée des gens, c'est pas cher. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour lire un journal et regarder les dessins qui sont dedans. Au départ, les dessins justement servaient à ça. C'était pour les gens qui savaient pas lire. En fait, c'était des dessins sans parole en fait, que n'importe qui pouvait comprendre. Donc c'est emmerdant de faire de la pédagogie parce qu'au départ, c'est un art qui est populaire. Donc en fait, voilà, je trouve ça crétin de devoir réexpliquer un art qui au départ est quelque chose qui est compris par le peuple, quoi. Mais j'adore faire de la pédagogie, aller rencontrer des étudiants dans les collèges, dans les lycées, même à Sciences Po, j'ai rencontré des étudiants à Sciences Po, et même à Sciences Po, quand je leur demande au début de l'intervention qui lit le journal, qui a déjà acheté Charlie Hebdo, ils savent que je venais, est-ce que quelqu'un a acheté le journal? Personne l'a acheté. Il y en a, ils l'ont déjà lu ou déjà vu, parce qu'ils traînent sur la table chez les parents. Et en fait, il y a un manque de curiosité qui est complètement fou. En fait,
nous, on nous dit bon, faut être sur les réseaux sociaux pour exister, pour avoir de nouveaux lecteurs, etc., etc. Mais en fait, on mâche le travail des gens parce qu'ils se retrouvent avec des trucs dans leur fil d'actu qui passent. Bon, bah, c'est un dessin de Charlie, voilà, et puis ils se retrouvent devant, en fait. Mais ils sont pas allés le chercher. Ils n'ont pas fait la démarche de savoir que c'est un journal satirique, qu'il faut, voilà, qu'on cherche à faire réagir les gens, à les faire réfléchir, à les faire réagir, réfléchir, qu'on essaye un peu de les bousculer dans leurs convictions, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément, c'est vraiment pas de faire rire les gens avec qui je suis d'accord, parce que, s'ils se marrent, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a des connivences. Mais après, ça veut dire que je vais pas faire avancer le schmilblick, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est si j'arrive à bousculer un peu dans ses convictions, bah, je sais pas, quelqu'un qui va être au RN, ou quelqu'un qui va être productiviste, ou quelqu'un qui va qui n'a aucun attrait pour l'écologie. Si j'arrive un peu à le faire voir un peu autre chose, ça m'intéresse vraiment. Et après, ouais, ce qui me fait chier avec les réseaux sociaux, c'est que souvent les dessins, ils sont présentés par quelqu'un quand vous les voyez dans votre fil d'actu. Donc ça veut dire que quelqu'un va dire ouais, regardez le dernier dessin dégueulasse de Charlie Hebdo. Donc vous dites ah putain, c'est un dessin dégueulasse, alors qu'est-ce qui est dégueulasse dans ce dessin? Et ça, c'est emmerdant, parce que vous ne faites pas votre propre avis. Moi, je suis plus sur Twitter, en fait, parce que régulièrement, quand il y avait des événements qui se passaient dans l'actualité, quand je regardais mon fil Twitter, je voyais déjà des réactions à cet événement. Donc j'avais déjà une pensée toute faite sur cet événement, et j'avais même plus le temps de me faire ma propre idée, en fait. Tellement on est dans l'immédiateté. Et ça, c'est inquiétant, quoi, quand on veut développer un peu sa propre pensée et proposer quelque chose qui ne soit pas ce que tout le monde a entendu, vu, etc. Agathe? Oui, alors c'est vrai que sur la question de la pédagogie, là en t'écoutant, c'est drôle parce que je vais vous présenter après le travail qu'on fait sur le terrain, mais c'est vrai que je réalise après presque 10 ans maintenant, enfin 6-8 ans, que j'aimerais bien parfois effectivement relire le journal comme avant, c'est-à-dire on regarde le journal, on se marre et on le referme. Là, il se trouve qu'il y a toujours derrière, maintenant c'est le boulot, c'est de comment ce dessin va pouvoir l'expliquer, entre guillemets. Comment, non, mais pas forcément sur les réseaux sociaux, mais avec les publics qu'on rencontre. Donc des Dessinés Créés Liberté, effectivement, c'est une association qui a vocation à expliquer le dessin de presse, en tout cas à donner les clés pour apprendre à décrypter un dessin de presse. Il y a une méthode mais qui est d'ailleurs la même face à une image ou à une photo. D'abord une description de base, ensuite on va chercher à quoi ça fait référence, le contexte, c'est important. Ensuite on cherche à comprendre l'interprétation, et dans le cadre de la satire, la question c'est de se demander de quel registre d'humour il est question ici. Évidemment on ne peut pas apprendre l'humour aux gens, c'est pas tant la question, c'est de savoir de quoi on rit. Et donc est-ce qu'on utilise la parodie, est-ce qu'on utilise l'autodérision, est-ce qu'on utilise, que sais-je, l'humour noir, enfin bon, tous ces mille et une l'absurde, tous ces mille et un sujets qui permettent de nommer le réel. Et en dernière partie, on se demande si on est d'accord ou pas avec ce dessin-là. Bon. La question, c'est que en fait, c'est surtout que si cette association elle est née, c'est parce qu'en fait, il fallait lever un malentendu au départ. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, on peut le trouver putassier, illisible, pas l'aimer, le trouver grossier, pas l'acheter. Oh, laisse-moi dérouler mon. Ce qui n'est pas mon cas, bien sûr, mais en tout cas, c'est pas la question. Mais en tout cas, l'idée qu'on traite ce journal. Non, mais t'as le droit de pas l'aimer. Hein. D'un journal raciste, total fait de pas l'aimer, de pas lire. Enfin, heureusement d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas la question à vrai dire. Mais il fallait lever ce malentendu-là. Et du coup, on a réalisé sur le terrain à quel point ce langage était en train de se perdre. Donc c'est vrai que toi, tu l'as ce langage-là. Tu as une curiosité, tout assez jeune d'ailleurs. Tu as une curiosité qui fait que tu t'es intéressé au dessin, que tu es brillantissime, que moi, je suis une vieille dame, donc la satire, ça fait partie de mon histoire. Et en fait, c'est de redonner des codes pour comprendre ce langage, qui a sa grammaire, qui a ses réflexes, qui a ses fautes, ses erreurs. Enfin voilà. Et donc l'idée, c'est ça. Mais sur la question de l'humour, c'est important parce que nous, les gens, donc on va dans les écoles, bien sûr, on va aussi en prison. Donc c'est vraiment des âges, ça va en gros de 10 à 77 ans, hein, de tous les milieux. Enfin voilà, centres sociaux, milieu carcéral. On a passé une semaine avec la PJJ à Châlons en Champagne, à la Duc du Chotec. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, la Duc du Chotec, qui
qui est un lieu de mémoire, mais aussi de recherche, qui est à la fois un musée autour de Cabu. C'est la veuve Véronique Cabu qui a créé ce lieu, qui est un lieu absolument magnifique. Et là, pendant une semaine, on travaillait avec des jeunes de la PJJ. Voilà, donc qui venaient de différents milieux. Et en fait, ce qui est terrible, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, la question de l'humour, qu'est-ce que l'humour? Et ça, il faut d'abord leur faire relever la tête. Qu'est-ce qui te fait rire quand tu as envie de taper cette violence? Pourquoi tu n'utilises pas plutôt l'autodérision? Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est de venir interroger ces émotions-là. Et le rire, c'est pas forcément un éclat de rire, à vrai dire. Un rire, ça peut être un rire sérieux, ça peut être un rire politique, ça peut être un rire qui permet de faire un pas de côté pour pas se manger le réel en pleine gueule, en fait. Voilà, donc bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite, il y a des limites à rien, il n'y a rien qui est tabou. On peut tout caricaturer, le sexe, l'enfance, la pédophilie aussi, non, on peut la caricaturer. Et oui, mais la mort des enfants, alors là, c'est bingo en général. Mais c'est intéressant. Là, vous savez que ça va partir en couille sur les réseaux sociaux, en fait, si vous faites ce genre de dessin. mais attendez. Je voudrais juste terminer. Du coup, maintenant, je me souviens plus, c'est malin. C'est de ma faute, Bien peut-être. sûr, Ouais. c'est de votre faute. Voilà comment. Je ne me souviens plus. C'est malin. Ouais. Ah, Donc, t'es vraiment une très vieille dame, Agathe. Ah, moi, j'ai encore toute ma mémoire, donc j'y c'est vais. dommage parce que c'était. C'est vrai, c'est vrai. Non, Oui, récemment, j'ai fait un dessin sur le Les séisme séismes, en ouais. Turquie et qui a été très mal accueilli. Au départ, c'était un dessin qui devait être publié dans les colonnes du journal, donc il serait passé complètement inaperçu. Et au final, il a été pris au dernier moment. Il y a le rédac chef pour le web qui vient me voir en disant ouais, vous avez fait un dessin du jour. Alors Rhys qui dit oh, putain non, on est juste au niveau dessin et tout, on avait tout mis dans le journal. Et il dit ah bah on est con, on n'a qu'à prendre ça comme dessin du jour. Et là le dessin était publié sur Twitter et donc c'était séisme en Turquie. J'avais dessiné des immeubles en ruine, des voitures retournées, etc. On voyait pas de cadavres, rien du tout, il n'y avait pas de sang. Et j'avais écrit séisme en Turquie, donc même pas besoin d'envoyer de char. Et le dessin a été vraiment extrêmement mal perçu. C'est un vrai symbole d'incompréhension finalement. J'ai trouvé moi cette polémique par rapport à ce dessin qui voulait expliquer, enfin voilà, qui expliquait justement que c'était plutôt quelque chose de bienveillant aussi vis-à-vis de l'Ukraine et tout, et qui a été pris comme un manque de respect vis-à-vis des victimes en Turquie. C'est aussi, on voit là que il y a un vrai problème de il a été réception. présenté comme ça, mais je me dis que les gens qui l'ont présenté comme ça, c'était pas des gens qui étaient en train de vivre le séisme en Turquie. Enfin, voilà. Après, ils connaissent pas notre parcours non plus. Enfin, ça se serait passé ailleurs, j'aurais sûrement fait le même dessin. En fait, il y a des blagues qu'on fait, enfin des dessins. Moi, des fois, j'appelle ça. Il y a certains dessins, qui ont un message très politique, etc. Puis il y a des dessins, c'est des vannes, quoi. C'est vraiment des trucs, c'est des fulgurances en fait. On le fait vite. Enfin, ça nous prend même pas une minute en fait. Moi, ce dessin-là, il a dû me prendre 2 minutes quoi, de ma vie, quoi. Et donc après, on comprend pas tout ce qu'il y a derrière parce que peut-être les personnes arrivent à froid dessus. Et c'est sûr que quand on lit le journal, on est un peu chauffé parce qu'il y a déjà la couve, il y a des trucs, il y a tout qui nous met dans une ambiance, dans un bain. Et quand on arrive à ce dessin-là, là on est déjà déboutonné et tout. Et puis là, on en arrive à rire ou à être dans l'ambiance, à capter que c'est drôle. C'est pareil, les humoristes quand ils font un spectacle, ils commencent pas par la pire vanne. Ils vous mettent d'abord en condition. Et à la fin, vous vous retrouvez à rire à des vannes. Vous n'auriez pas ri à ces vannes en début de spectacle. Excuse-moi, juste 2 secondes en fait. C'est parce que les gens savent pas trop comment on dessine mais quand pour qu'un dessin, si déjà le dessin a un aspect drôle en fait, la personne qui va regarder le dessin va se dire tiens c'est marrant ou il y a un truc, donc après elle va accepter un propos qui va être grave ou qui va être vraiment dur. Et peut-être sur ce dessin il n'y avait pas ce décalage là. Si j'avais juste dessiné, il n'y avait rien de je sais pas cartoonesque dedans ou étonnant. C'était peut-être juste la réalité que j'avais dessinée et du coup on captait pas le décalage que moi je voulais amener. Peut-être si je devais le refaire, il faudrait que je le refasse différemment en fait. Ouais. Bon, moi, j'ai déjà dit, je ne sais pas dessiner, mais j'ai fait partie, dans quelques endroits dans les journaux, des rédacteurs chefs qui choisissent les dessins. Et donc, il y a les événements, on est en train de faire le journal, et nos dessinateurs font des propositions, des esquisses et tout. Un jour, on est à Marianne, il y a une vague de froid en Pologne, il y a des morts terribles, des appels à la solidarité de partout, parce que les Polonais ont froid. T-News, crayonne, et fait un dessin, les Polonais ont froid, et son dessin, il reprend le dessin d'un autre ami d'ailleurs, Tim,
où on voit un déporté derrière les barbelés, tenue rayée, étoile jaune. Et puis il y a les Polonais ont froid et une bulle sur le déporté. Petite nature. Voilà. Ça se passe évidemment au même endroit en Pologne quelques années plus tôt. Donc on discute. Moi je défends à bec et à ongles ce magnifique dessin qui est d'une grande drôlerie. Et je ne l'emporte pas. Donc Tinius fait un autre dessin et celui-là on va le passer dans le numéro de fin d'année, quelques mois plus tard, les dessins, on l'a fait comme Charlie fait les couvertures auxquelles vous avez échappé, on fait à Marianne un truc du même genre, c'est-à-dire qu'on publie les dessins que nous n'avons pas publiés, avec quelques trucs comme ça jugés borderline. Pour la petite histoire, je dis à Tinius, je dîne avec Marceline Loridan, qui était à Auschwitz avec Simone Veil, est-ce que tu peux me faire le dessin définitif et lui offrir? Et donc, il lui a fait, elle l'a adoré, elle l'a accroché chez elle, et d'ailleurs, dans toutes les dernières interviews de Marceline chez elle, rue des Saints-Pères, on voit ce dessin de Tinius qu'ensuite Marianne a publié dans l'édition des dessins qu'on n'a pas publiés. Voilà, et ce dessin a fait rire tout le monde. Il y a 2 lettres de Polonais, pas contents, c'est pas bien de se moquer des Polonais qu'on froid. Et puis une lettre de quelqu'un qui dit « Oui, le dessin sur les camps, c'est pas drôle ». Oui, enfin, ça a fait rire quelqu'un qui y était. De même que Rézère, on avait fait un magnifique en une de Charlie sur le tournage d'Holocauste, avec les figurants rentrer le ventre. Ouais, on l'a utilisé là récemment. Génie. Et que Louis Mittelberg dit Tim. Mais c'est GB, effectivement. Ouais. Alors c'est GB, tu as raison, c'est GB. Que Louis Mittelberg dit Tim, on avait fait un historique pour répondre à De Gaulle, petit peuple sur je connais pas toute l'histoire de France. Ainsi de suite. Donc les bons dessins, ils choquent des gens. C'est le principe, de toute façon, c'est fait pour. Ils choquent des gens, c'est fait pour. Le nombre de dessins qui ont pu choquer les catholiques, des juifs, etc., des dessins sur le Christ, sur les apôtres, sur Dieu le Père, sur machin. Mais attendez, la presse française depuis 2 siècles en est pleine. En tout cas, nous c'est vrai que dans les interventions, on rappelle aussi que le dessin de presse, il y a plusieurs formes. Il y a une forme qui est l'illustration. Alors effectivement, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est un... Non, mais c'est pas la question, voilà. C'est encore attention avec les canards maintenant, parce que... Oui. Bon, enfin, il y a différentes formes. Donc, petit à petit, il y a le croquis d'audience, qui est aussi une forme de... il y a du reportage dessiné. Il y a une forme qu'a inventé Cabu avec les dessins qu'il a fait pour illustrer la rafle du Veldiv. Je ne saurais pas la nommer, cette forme. C'est de l'illustration, mais on a l'impression d'y être. Enfin, c'est extrêmement visionnaire. Et puis, il y a le dessin de presse satirique. Et effectivement, tout est fait dans le dessin de presse satirique pour nous secouer. Et c'est ça qui fait du bien. Ça appuie là où ça fait mal. Et c'est ça qui fait du bien. Et c'est aussi cette approche-là qui est intéressante à avoir avec le dessin-là. Parce que en dernière étape, face à un dessin qui nous dérange, la question, c'est pas le dessin, c'est pourquoi ça nous dérange. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pour cette gêne, ça me dit quoi? Est-ce qu'en fait, c'est la réalité qui me dérange ou c'est le dessin, vraiment? Moi, je trouve les bons dessins dans Charlie, c'est ceux où tu te dis, ou les bons dessins en général, c'est ceux où tu te dis, je me marre, mais je devrais pas me marrer, en fait. Exactement. C'est ce rire qui s'arrache. Oh, la honte. Pompidou et le bal tragique à Colombay, quand même. Ah, histoire. Pour le coup, il n'y avait pas de dessin. Ça va, je commence à savoir, là. Pompidou et la une à la mort de Pompidou. Pompidou est mort debout. Je ne pouvais pas mourir assis, j'ai mal au cul, quand même. C'était Charlie. Et bien, Mesmer, qui assurait l'intérim en tant que chef du gouvernement et Poher redevenu président de la République par intérim, n'ont pas censuré Charlie comme ça avait été fait pour Harakiri juste avant. Bon, ce qui est formidable, c'est le 2 poids 2 mesures. Parce que la seule limite pour moi pour le dessin, c'est évidemment les caricatures racistes. C'est la même limite que la liberté d'expression, en fait, à l'oral. Voilà, point, c'est comme ça. Et il y a des choses, écoutez, quand dans une émission de merde, certes, il y a un type qui est invité, sa qualité c'est ancien dealer du tout Paris, et il raconte... On a compris l'émission. Il n'est pas parmi nous. Il raconte qu'il y a des réseaux pédophiles qui enlèvent des enfants pour les tuer et prendre une molécule qui s'appelle l'adrénochrome
qui sert... c'est ce qu'on met dans les éoliennes pour les faire tourner. Voilà, qui sert à des produits pour les gens chics qui veulent garder leur jeunesse. Voilà, ce qui est un truc complètement hallucinant, c'est dit à la télévision. Et là-dessus, vous avez Karl Zéro qui avait déjà repris les accusations d'un serial killer proxénète condamné à perpète contre un homme politique, Dominique Baudis, et qui là sort une accusation anonyme. Il dit « Les trucs pédophiles piqués chez Palmade, vous allez voir, ça va être étouffé parce qu'il y a un ministre qui est en cause. » Quel ministre, quand, où? Alors, d'après ce qu'on sait du parquet, mais sans doute Karl Zéro nous dira c'est parce qu'ils les ont escamotés, ben, finalement, il n'y avait pas de pédophilie dans le disque dur, dans les disques durs saisis chez Palmade. Mais ça, pute, à la télé en direct. Et la haute autorité, mais quelques jours, à réagir, à dire, dites donc, c'est pas bien. Sur le même groupe d'antennes, enfin chez Bolloré, on a quand même vu un homme politique construire sa carrière en utilisant sa situation de chroniqueur de la chaîne, en tenant des propos racistes, xénophobes, et en faisant du révisionnisme historique sur l'histoire du pétainisme. Quand même. Il y a juste la commission des financements politiques qui a fait remarquer que ça doit être intégré à ces financements, le soutien qu'il a eu de la part de CNews. Mais quand même, là, oui, on est passé au-delà de ce qui est permis. Je n'ai pas entendu grand-chose. Hein. Une bonne chronique sur Karl Zéro, il y a une bonne chronique de Schneiderman dans l'IB. Sophie Aram aussi, oui. Sophie Aram, quelques mots de votre serviteur dans Marianne, et d'un autre aussi. Enfin, quand même, c'est énorme. C'est énorme. Après, effectivement, sur ce point-là, j'ai l'impression que l'ARCOM elle est de plus en plus sollicitée quand même, pour peut-être pas rendre, enfin, pour reconditionner l'attribution de l'antenne. Mais bon, effectivement, vous avez totalement raison. Ça, c'est certain que c'est imbitable. Enfin, on parle bien d'Hanouna et on a un problème là. On a un problème parce qu'on a un gros problème culturel. Donc il n'y a pas de censure. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de censure en France. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup fait reculer la censure. Si je peux me permettre, ça a été en grande partie l'œuvre des différents journaux post-68 art et de ceux qui avaient commencé avant, donc Harakiri et son successeur Charlie. Ça a été l'œuvre aussi de ce qui s'est passé dans la presse dessinée qui était régie par la loi sur la jeunesse. Et donc ça a été la guerre menée par Pilote et plus marginalement par Spirou pour donner un autre statut. Et donc c'est la naissance de la bande dessinée pour adultes, c'est la fin des années 60, c'est 68 et après, la culture underground, tout ça. Donc ça a été une grande bagarre. Qui est, comme je suis vieux, je peux dire que c'est l'histoire de ma génération, c'est l'histoire de ma génération d'écrivains, de journalistes, de dessinateurs, et j'étais là-dedans. Et donc, voilà. Et il y a des gens qui veulent nous ramener à la censure. Et quelquefois, avec de bonnes intentions, parce que je veux dire... non, mais par exemple, toujours se méfier des bonnes intentions. Si on revient à Hanouna, c'est vrai que c'est quand même très étonnant, les sacs de merde que tu te ramasses pour un dessin qui croise deux actualités, enfin qui décrit plutôt une réalité où il n'y a pas grand-chose à rajouter à part que c'est tragique, et Hanouna effectivement qui fait dire n'importe quoi, et là ça bouge pas en fait. La phrase intellectuelle qui s'agite. C'est jamais bon, souvent enfin en général on reçoit pas trop de courrier quand on est dessinateur, c'est surtout les rédacteurs qui reçoivent du courrier, des longues lettres, etc. J'ai adoré votre article, blablabla. Moi aussi j'étais. C'est des menaces de mort plutôt. Non, en général c'est plus concis. C'est voilà, fils de pute, tout ça, on va tout niquer chez toi, machin, on se blablabla. Mais maintenant, de plus en plus, c'est arrivé depuis. On nous répond avec des dessins. Non mais c'est bien, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça cool. Bon, c'est pas forcément marrant, mais par exemple, moi j'avais. Souvent ils sont mauvais, mais enfin. Moi j'avais dessiné les immeubles qui étaient démolis là, en Turquie, et il y a des gens qui les ont reconstruits en fait en dessin. C'est vachement bien. Et en fait, le dessin vient une base, et chacun vient rajouter des choses dessus, et ça c'est assez bon. C'est pas drôle, mais bon, c'est créatif quoi. Absolument. Ils avaient fait ça aussi, tu sais, avec. C'était un dessin c'était après les attentats à Bruxelles en 2015, toujours, oui.
Et en fait, Rhys avait fait un dessin où c'était Stromae, puis avec des bouts de membres partout, papa outé. Voilà, donc ça avait effectivement choqué. C'était trash, mais c'est le principe, et c'était dur, et bon, enfin, on va pas expliquer le dessin, enfin, c'est pas la question. Donc il y avait des Belges, et ça on reconnaît bien nos amis belges là, qui avaient renvoyé exactement le même dessin, mais c'était avec Charlie. C'était où est Charlie, avec des bouts de membres. Bon bah voilà, c'est de bonne guerre, quoi. Et c'est vrai que c'était beaucoup moins drôle. Parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai que plus on est proche d'une tragédie, bon, moins, plus on a du mal parfois à faire un pas de côté, mais effectivement, les mecs qui t'ont écrit là, ils sont pas en Turquie. Ouais, puis on voit que les gens, bon, ils sont pas à l'aise pour manipuler le dessin, en fait, c'est un langage qu'ils ont pas, comme quelqu'un qui arriverait pas à aligner des mots et une pensée cohérente. C'est en ça que la pédagogie, elle est nécessaire, en fait. Après, sur les réseaux sociaux, le problème, c'est ce qu'Umberto Eco a dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens, avant, ils étaient au bistrot, ils brandissaient ton journal, ils disaient « Ouais, ce dessin est dégueulasse ». Bon, il y avait 3 personnes qui les voyaient. Bon, maintenant, ils sont sur Twitter, ils peuvent avoir une audience considérable. Voilà. Le bistrot du coin est devenu planétaire, propulsé, etc. Bon, c'est les changements. Après, ce qui est dingue, c'est que des fois, c'est même des institutions en fait qui vont utiliser le même ficelle que les gens. Nous, ça nous était arrivé. Avant, il y avait l'armée qui faisait beaucoup de procès en fait à Charlie Hebdo. Oui. Et maintenant, c'est plus le cas. Mais il y a quelques années, en fait, il nous avait fait il y a le général Burkhardt, général en chef d'état-major des armées. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais qui avait fait un courrier à Charlie, une lettre qu'il avait rendue publique en la publiant sur Twitter, en fait, par rapport à des dessins de Biche où il s'était moqué de la dernière campagne de recrutement de l'armée, où en fait il avait repris exactement les slogans qui étaient sur les affiches, genre prendre mon destin en main, choisir ma destinée, découvrir qui je suis, etc. Et en fait, au lieu des belles images de soldats sur le terrain en train de s'épanouir, il avait dessiné des soldats qui étaient portés en cercueil dans la cour des Invalides, ou morts sur le terrain. Donc il montrait la réalité cruelle en fait de cet engagement qui était demandé aux militaires. Et donc le général s'était fendu d'un courrier parce qu'en fait il y avait eu au Mali des soldats qui étaient morts, donc il disait que c'était se moquer des victimes, de leur famille, etc. quoi. Alors que bon, c'était pas le cas. Et moi j'attends en fait donc il y a Rhys qui a quand même pris la peine de répondre en disant qu'on n'était pas sur cette ligne-là, qu'on se moquait pas des victimes, mais qu'on critiquait ce qui était le non-dit en fait dans cette campagne de communication, le non-dit dans l'armée quoi. Et moi, j'ai attendu 1 an et je suis allé à la présentation de la campagne de recrutement suivante, donc à l'école militaire. Et, oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et donc, la nouvelle campagne de recrutement était présentée devant une bonne partie des chefs d'état-major, des différents services, etc. Donc la presse était conviée, alors je m'étais fait accréditer, me donner un beau tote bag avec des dépliants, etc. Et ce qui était marrant, c'est que il montrait que les leaders qui recrutaient, c'était Decathlon, McDonald's, et donc il fallait qu'ils se positionnent par rapport à ces boîtes, donc il fallait qu'ils mettent en avant les avantages qu'il y avait à être dans l'armée. Donc il n'y avait toujours pas l'avantage qu'on pouvait avoir un enterrement en grande pompe dans les Invalides, mais on vous présentait le fait que par exemple il y avait un bon système une bonne mutuelle, des congés. Quand on était en congé, on était vraiment en congé parce qu'on avait genre 2 mois de permission, des carrières courtes aussi, une retraite jeune, etc. Et il disait qu'ils avaient besoin de tous les talents. Alors c'est un truc qu'on dit en général dans les entreprises, mais là il disait même les musiciens, les gens qui sont experts en acoustique et tout, ça peut servir ça dans les sous-marins quoi. Et du coup j'étais allé poser après la question, il y avait un point presse, donc j'avais pu poser la question au général Burkhardt, donc en lui demandant, mon général. Tu as fait le geste. Quelle est la place de la... Enfin voilà, vous dites qu'il y a de la place pour tous les talents dans l'armée, donc quelle est la place de la caricature aujourd'hui dans l'armée ? Et donc il était à côté de la ministre Florence Parly, et donc il a fait une très belle réponse en disant que la caricature avait toute sa place dans l'armée et qu'il y avait une longue tradition de la caricature dans l'armée, etc., etc. Mais il n'est pas revenu sur le courrier qu'il avait fait 1 an avant à Charlie. Tiens, j'en connais un qui a fait 8 jours pour une caricature de son... Donc il y a une longue tradition, donc la caricature a toute sa place au trou. Mais de toute façon, on a l'armée et l'Église. J'ai participé pendant de longues années à une merveilleuse émission
qui s'appelait Des papous dans la tête, qui était une émission d'humour sur France Culture. Alors, service public, vous vous rendez compte, une émission d'humour sur le service public. Donc, c'était sous différentes contraintes littéraires. Bon. Et alors, on avait régulièrement 2 clients, le service de presse des armées, un général quelconque qui écrivait, parce qu'on avait attaqué, il y avait une plaisanterie qui n'avait pas plu à l'armée, donc on disait, on était très flattés de savoir qu'on écoute France Culture dans les casernes, ça donc quand même c'est bien. Et puis on avait l'évêché de Paris, Monseigneur Di Falco, Monseigneur Lustiger, l'archevêque, Monseigneur Di Falco, le porte-parole. Bon. Un jour, ça tombe sur moi parce que, sous je ne sais plus d'ailleurs quelle contrainte, je fais un texte. Notre contrainte, c'est de parler des malentendus. Et moi, je fais un texte sur le malentendu qui traverse l'histoire. C'est-à-dire que quand on regarde, tous ceux à qui Dieu a parlé étaient des bergers. Donc c'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Jeanne d'Arc, c'est le cas des bergers de Fatima. Dieu, et j'en déduis qu'il y a un malentendu parce que Dieu, en fait, parlait aux moutons. Et donc, ça a été entendu par le berger, la bergère, Abraham qui s'est cru fondateur, Jeanne d'Arc qui a sauvé la France, des trucs comme ça, alors que... c'est le mouton qui aurait dû aller à Orléans, alors. Bah évidemment. Ouais, absolument, Dieu parlait aux moutons. Et nous recevons une petite lettre signée de monsieur... Il n'était pas encore Monseigneur, d'ailleurs. Le père Di Falco, porte-parole de Monseigneur Lustiger, disant que ça les a beaucoup choqués. C'est vraiment pas méchant, mon truc. Hein. C'était juste, je trouvais ça drôle. Donc j'ai répondu à l'antenne en interpellant Lustiger, en disant est-ce qu'on perd l'humour juif quand on se convertit? Voilà. Et donc j'ai fait une petite lettre ouverte à Lustiger, j'ai envoyé. Et après, la suite est privée parce que Jean-Marie Lustiger m'a répondu, que nous avons parlé, que nous avons bien rigolé, et même fait des plaisanteries dans sa langue natale, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais celle de mon père et de mes grands-parents, celle que je parlais quand je venais par ici, d'ailleurs, chez mes grands-parents. Et voilà, il y a un moment, il faut se détendre. C'est-à-dire quand on est avec des gens... alors évidemment, il y a un certain nombre d'évêques, d'imams, avec qui ça finit pas comme ça. Voilà. Bon, ça viendra. Avec Lulu, il a fallu du temps pour que la caricature... Avec Lulu, on pouvait quand même dire, voilà, écoutez, j'ai rien contre les croyants, ils croient, et j'ai rien contre vous, mais est-ce qu'on a le droit d'en rigoler? Et est-ce qu'on les insulte quand on en rigole? Et il a fini par convenir que, bon, il y a des choses sur lesquelles peut-être je serais choqué aussi, disant, ben, les musulmans, ils ont le croire. Mais quand Alexandre Vialat terminait tous ses papiers dans un journal qui s'appelait La Montagne, par « Et voilà comment Allah est grand », et qu'est-ce de l'islamophobie? Ben non, mais non, il n'avait rien à faire, Alexandre Vialat, ça l'amusait. Point. Et de terminer tous ces trucs, il aurait pu dire Dieu, il aurait pu donner un autre nom à Dieu, mais ça l'amusait de dire « Et voilà comment Allah est grand », ça va. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la réponse est, écoutez, l'humour, on rigole, on a le droit, non, ça va. Alors le problème, c'est la manière dont les gens perdent l'humour quand ils sont responsables. Ça marche avec les hommes politiques. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptent leur caricature. Oh, si, ils aiment bien ça. Oh, que si, ils aiment ça. Ça veut dire qu'on fait partie, qu'on est en place quand on a sa caricature. C'est Sarkozy, d'ailleurs. Oui. Sarkozy, qui a soutenu Charlie, je peux te dire que je l'ai entendu de mes oreilles, le petit Sarkozy récurrent dans Marianne, entouré de mouches, fait partie news, il n'aimait pas. Non, mais il aime pas, mais on aime ça quand même. Mais ça veut dire qu'on fait partie de la vie politique. Ça veut dire qu'on existe quand on a une caricature. Je voudrais dire un truc parce sur que le ça veut dire qu'on est un personnage public, à vrai dire. Sur la caricature. Moi, j'ai pas de caricature. Vous avez une caricature, vous? Vous Guignol? Non. Bon, bah, moi non plus. Non, j'avais pas eu. J'ai été invité à nulle part ailleurs, mais j'ai pas eu de caricature. Sur la caricature, le dessin de personnalité, je voudrais dire, au niveau national, c'est facile de dessiner des personnalités nationales. Et par contre, au niveau régional, dans les éditions locales, c'est super dur, en fait, et en fait, ça n'existe même pas, de dessiner les élus locaux. C'est exact. Oui, ça, c'est exact.
C'est vraiment extrêmement rare. Et moi, je me fais un malin plaisir quand je vais faire des reportages, en fait, de dessiner les élus locaux et de les représenter dans Charlie, parce qu'en fait, c'est à peu près les seules représentations qu'ont les personnes que j'ai rencontrées de ces élus locaux. Il y a que là qu'on peut les tourner en dérision, en fait, vraiment. Là, ils ont accès à la presse nationale. Ils ont accès à la presse nationale, donc ils sont ravis. Mais c'est vrai que je ne sais plus aujourd'hui qui est le maire de Thionville, mais l'édition locale du Républicain Lorrain, le mec qui s'amuse à sortir une caricature du maire de... Il n'est plus invité au bal des pompiers, à la remise des médailles au banquet des anciens, tout ça. Et donc c'est une vie. J'ai fait des stages dans la presse de province dans ma jeunesse, c'est très rigolo, mais ça c'est vrai qu'ils sont totalement dépendants des autorités locales. Parce que... J'ai fait un reportage à le capitaine des pompiers qui reçoit la médaille, il faut être là, voilà, tu vois, clic, clac, Kodak. J'ai fait un reportage à Lunéville où il était question que le théâtre, en fait, arrête son partenariat avec la DRAC. En fait, il recevait des financements de la DRAC, donc c'est un théâtre qui était conventionné. Et la municipalité, en fait, voulait reprendre complètement en main la programmation. Et donc je me suis retrouvé à dessiner. Donc j'ai rencontré les élus locaux, en fait, qui menaient ce combat. Et en fait, ils se demandaient pourquoi Charlie débarquait là. Ils étaient là, mais pourquoi nous ? Pourquoi vous nous tombez dessus, etc. En fait, ils se rendaient pas compte vraiment. Ce qu'ils disaient pas aux gens, ils disaient aux gens, on va vous rendre votre théâtre, etc. Mais ce qu'ils leur disaient pas, c'est que en arrêtant la subvention de la DRAC, en fait, ils se privaient de 200 000 € qui servaient à la programmation, alors que la municipalité donnait, je crois, 600 000 € par an au théâtre, dont 400 000 € servaient juste au fonctionnement du théâtre, à payer les salaires, à payer le bâtiment, à payer le chauffage, etc. Donc en fait, ils allaient se retrouver avec un théâtre où il n'y avait plus que 200 000 € de programmation au final. Ils ne le disaient pas au Lunévillois, ils ne se rendaient pas compte en fait de la supercherie, du ridicule du truc, et qui méritait tout à fait d'être traité dans Charlie et qui n'était pas super bien traité au niveau local. Moins que ça, parce que s'ils mettaient 200 000 € dans la programmation, c'était pour être à parité avec la DRAC qui en mettait 200 000. Et donc c'était sûrement pas pour économiser l'argent de la DRAC, c'était pour économiser leur. Et donc ils voulaient diminuer la subvention. Ça devait être ça. À Lunéville. Et pourtant, ce que nos libertés doivent au premier député du bailliage de Lunéville aux États généraux, qui était l'abbé Grégoire, tout de même. On peut remonter à Stanislas, hein. Moi je suis de Nancy, je suis à l'aise avec... Ouais, on peut y aller, mais moi aussi. Merde. Moi aussi, je suis un peu figure locale. Si tu veux, je te raconte le général Kellerman à Metz quand il remonte. Moi je vais y aller, moi je vais vous laisser entre bonhommes. Ouais. Entre vrais mecs. Alors ça c'est facile. Je parle de l'histoire. Ça c'est facile. Non, chacun sa place. Les filles maintenant, attention, on m'a pas laissé parler parce que je suis une femme. Ah non, je n'ai pas dit ça du tout. Moi, je prends la parole assez facilement, je l'aurais remarqué, j'ai l'impression. Oui, j'ai remarqué aussi. J'espère, ouais. Parce qu'il n'y en a qu'une à cette tribune, et pourquoi il y en a qu'une ? On peut parler de Marie Lesinski, qui était la femme de Louis XV. Pardon ? On peut parler de Marie Lesinski, qui était la femme de Louis XV. Et de son père qui inventa le baba au rhum. Et la madeleine. Avant de passer la parole au public, un petit dernier point. En 2020, un sondage réalisé par l'IFOP, les 15-24 ans estimaient majoritairement que la liberté d'expression devait s'effacer devant le respect des dogmes religieux. Ce n'était pas que les jeunes musulmans d'ailleurs qui répondaient positivement à ça. Un an plus tôt, le New York Times faisait le choix de supprimer de ses colonnes les dessins de presse suite à un dessin qui a été jugé antisémite. Je pense également à Xavier Gors qui a démissionné du Monde après un dessin jugé transphobe pour lequel on lui a demandé de s'excuser. Être accusé d'islamophobie, de transphobie, se faire menacer de boycott, de procédure pénale, voire la vie de ses salariés mise en danger, ça fait réfléchir plus d'un patron de médias. Dans son livre « Le droit d'emmerder Dieu », Richard Malka parle de l'arme de la peur qui veut nous faire abandonner un mode de vie construit au fil des siècles. Il évoque les tribunes des beaux esprits, des sociologues et même des politiques qui voudraient qu'on en finisse avec le droit à la caricature, ce droit de critiquer librement les religions qui ne nous apportent que des ennuis. En clair, une forme de censure, voire d'autocensure. Et je cite également Riss, qui appelait l'été dernier sur France Inter, suite à l'attentat dont a été victime Salman Rushdie, à ne pas laisser l'autocensure restreindre le périmètre de liberté sous la pression des menaces. Les intellectuels, les artistes, les créateurs doivent faire vivre cette liberté d'expression. Ils doivent avoir l'audace et prendre le risque parfois d'entrer en conflit avec ce genre d'idéologie religieuse. S'ils ne le font pas, qui le fera ? On aimerait que d'autres livres comme les versets sataniques soient écrits. C'est cela qu'on attend, des livres contemporains de cette audace, conclut-il. Est-ce que Pierrick Join, Agathe André également,
Guy Konopnicki, face à ces différentes dynamiques, les jeunes Français qui estiment majoritairement que la liberté d'expression doit s'effacer devant le respect de la religion, le quotidien américain le plus lu qui cède face au tintamarre militant des réseaux sociaux. Est-ce que vous en êtes à un point aujourd'hui où vous vous sentez plus ou moins consciemment en lutte un peu contre vous-même, contre une forme d'autocensure et considérez être, et ceci peut-être tout à fait modestement et humblement, dans une forme de résistance face à l'époque, dans une position d'audace, pour reprendre le mot de Rhys, mais qui doit être tenue coûte que coûte parce qu'elle dépasse finalement votre propre personne et qu'il en va de la préservation d'un modèle qui fait aussi notre grandeur collective. On se sent de plus en plus seul en fait. Moi, ce que j'apprécie au sein du journal, c'est d'être vraiment soutenu par la rédaction. En fait, je suis pas là à défendre mon poste quand j'ai fait un dessin. Et je crois que c'est le problème que rencontrait Xavier Gors ou que rencontrent beaucoup de dessinateurs. Là, Charlie, c'est un journal de dessinateurs, c'est l'essence du journal, c'est ce pourquoi on se bat. On a vraiment un socle commun en fait. Même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, on s'écharpe, voilà. Mais il y a quand même une base commune quoi, qui sert de vivre ensemble. On défend des. Il y a une base sur laquelle on est d'accord quoi, et qu'on a envie de défendre. Quoi. On vient nous voir à Marianne si tu veux, sur les dessins, tu as des belles pages aussi. Mais chic. Je veux réagir au sondage chez les jeunes, c'est assez simple, hein, c'est une chanson de Brassens. Bon, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter non plus, enfin pas là. Le temps n'y fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, etc. C'est une chanson de Georges Brassens, mais aujourd'hui, on censurerait pas mal de chansons de Georges Brassens, le pornographe du phonographe. Et alors le gorille, je vous dis pas, entre les amis des bêtes et les féministes sur le gorille, bon, et aussi c'est un peu homophobe parce que le gorille, il ne brille ni par le goût ni par l'esprit parce que il préfère le juge à la vieille. Enfin bon, c'est de suite. Bien, bah oui, c'est comme ça. Bon, alors les jeunes pensent ça. Bah, ça veut dire qu'il faut... Il n'y a pas les jeunes, je crois qu'il faut... Ouais, pour le coup, je ne suis pas du tout pessimiste, en fait, parce que ce qu'on voit, nous, sur le terrain, et que ce soit en prison avec des mecs qui sont là pour radicalisation, tout ça, quelque chose qui, dans la démonstration qui est implacable. Alors évidemment, on n'explique pas un dessin de Charlie, forcément, et certains dessins en une minute, mais on les montre tous, les dessins. La question, c'est comment on s'en approche de ça. C'est avec progressivement, et c'est vrai qu'on les montre tous, ces dessins-là, mais il y a quelque chose qui est implacable, c'est qu'à un moment donné, tout le monde se rend bien compte qu'on peut pas respecter tous les interdits de toutes les religions, sinon on ne peut pas vivre. Tout le monde se rend bien compte de l'aspect émancipateur de la laïcité, que de rire des religions, c'est pas manquer de respect aux croyants, que de rire de la mort, c'est pas se moquer des morts et des victimes, que de... Enfin, bon, voilà, donc moi je suis plutôt très très optimiste là-dessus, mais il faut qu'il y ait une rencontre, il faut que la parole circule, il faut qu'on se rencontre. Et c'est ça, moi, qui peut-être m'inquiète. Pour le coup, nous, on va à la rencontre des gens, on va en prison, pour le coup, ils ne sont pas très, très libres, mais ce qui est plus embêtant peut-être, c'est ces réseaux sociaux. Moi, je n'y suis pas, en fait, sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression qu'on me parle d'un monde que je ne connais pas, et qui a l'air de créer des emmerdes en permanence. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi on ne débranche pas individuellement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement revenir à... Ça va mieux, toi, depuis que tu es plus sur Twitter, non ? Il y a quelque chose qui est... c'est vrai que ça a l'air de poser des problèmes à la société, mais monumental, c'est le cas. Effectivement, soudain, on se retrouve face à une image qu'on n'a pas choisi de regarder. Bon, à quel moment on se dit, tiens, peut-être je coupe mon compte. Quel est l'intérêt, en fait? C'est le rapport très narcissique au monde qui peut-être aussi justifie qu'on n'accepte plus. On est une société qui est peut-être malade, en fait. Voilà, qu'on n'accepte plus de regarder le monde au-delà de soi, au-delà de ce qu'on croit, et qui fait qu'un dessin, du coup, choque beaucoup plus aujourd'hui. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que les religieux en face de nous, eux, ils considèrent qu'ils ont l'éternité devant eux, en fait. Donc, ils reviendront inlassablement. Et nous, il faut qu'on ait cette... tu crois pas? Je pense que les mecs, quand tu instrumentalises la religion, tu t'es pas du tout, tu sais très bien que tu racontes des conneries, mais ce que tu veux, c'est que tu vois bien que ça... Oui, mais là, je parle même au niveau des droits de base, tu vois, comme le droit à l'IVG, des choses comme ça. Ah oui, oui, tout à fait. Inlassablement, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est des choses acquises depuis les années 70. Tu vois, par exemple, en France, tous les ans, on nous ressort un sondage sur la peine de mort, en disant que les Français, cette année, tant de Français sont pour la peine de mort. Ouais. Mais la peine de mort, c'est fini, ça n'existe plus. Ouais. Donc il n'y a plus de débat là-dessus. Pourquoi on nous sort ce débat si ce n'est pour le ramener de nouveau dans la société? Les gens qui se trouvent devant une image qu'ils n'auraient pas voulu voir, il faut leur dire, écoutez, dans la vie, dans la rue, dans le bus, ou plus grave, au boulot,
vous vous trouvez tous les jours, on se retrouve tous devant des gueules qu'on n'avait pas envie de voir. Exactement. Hein. Ça n'arrête pas. Et alors, pas ici, hein, pas ici. On est tous ravis de vous voir. Même à la maison. Hein. Mais ça arrive. Alors il y a qui dit ouais, je voulais pas voir cette image, elle choque mes convictions. Je dis mais pense au mec qui va au bureau et tous les jours il voit une gueule qu'il n'a pas envie de voir, qui est assis sur le bureau d'en face. Et qui va l'avoir 2 ans de plus. Et qui va attendre 2 ans de plus, qui va le voir en plus encore jusqu'à 64 ans, donc ça va être dur. Voilà. Ouais, bon bah ouais. Voilà. Je vous propose de passer la parole au public si vous avez des questions pour nos 3 invités. Je vous en prie, c'est à votre tour. Un micro va circuler. La première question est toujours la plus compliquée, donc. La dernière aussi, parce que. Oui, exactement. Alors on dit que c'est la deuxième. Alors les collégiens que j'ai vus ce matin, la documentaliste m'a dit qu'ils étaient timides, qu'ils n'osaient pas poser des questions. Alors ils avaient préparé des questions sur des petits papiers qu'ils avaient mis dans une boîte. Et donc c'était à moi de tirer dans la boîte pour lire la question et lancer le débat. Voilà. Pas de questions ? Monsieur là-bas. Sinon j'ai encore de quoi faire, hein, mais c'est plus intéressant aussi si le public a... C'est une question sur Henri IV ou quoi, je réponds pas. Bonjour, pardon. Merci pour votre présence. Vous avez parlé au début d'intellectuels qui sèment le doute sur tout ce qui est islamophobie et autres. Pourquoi, qui sont derrière ces gens? Pourquoi ils le font? Effectivement, c'est du simple bon sens. Je ne comprends pas non plus et pourquoi on les laisse parler, et pourquoi on les invite, et pourquoi... est-ce Bolloré qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais je ne comprends pas moi-même. Voilà. À mon avis, c'est les Juifs. Je vous laisse maintenant, ouais. Ah, c'est vous qui avez dit les intellectuels sèment le doute, justement. Donc, Oui, non, tout à fait. Après, pourquoi je pense que c'est parce qu'il y a sans doute des dessins qu'ils ont mal avalés, des critiques qu'ils ont mal avalées. Enfin, je pense à Plenel en particulier. Et puis, c'est aussi une manière aussi de toucher comme un certain électorat, un certain lectorat, en fait, aussi. Il y a quelque chose de... C'est idéologique en fait. Il y a quelque chose de où en fait, en plus c'est des pensées racistes parce que considérer que le musulman il n'est pas apte à comprendre de l'humour, à comprendre que critiquer sa religion, on n'a pas besoin de Charlie pour respecter son Dieu, c'est vraiment considérer que le musulman est trop con en fait. Donc il y a quelque chose comme ça qui est finalement assez paternaliste à vrai dire si on reste sur la question de l'islamophobie, de ces accusations d'islamophobie, en tout cas envers Charlie. Il y a quelque chose comme ça qui est c'est très paternaliste. Et puis c'est de considérer qu'en fait, il y a les pauvres et puis il y a les pauvres arabes, les pauvres musulmans. En plus, ils mélangent tout, les arabes, les musulmans, c'est la même chose. Et puis les riches cathos. Enfin, il y a quelque chose de très très tordu là-dedans qui est... Mais sur Bolloré, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a de l'idéologie. Il y a du commerce aussi. Je pense qu'il n'y a que du commerce chez Bolloré, on n'a rien à foutre. Hein, Bolloré, il pense quoi? Il pense, parce que dans son groupe d'édition, alors il revend et machin, bon, c'est assez libre. Hein. J'ai des titres dans ce groupe, donc il répond à tous les segments d'opinion. Bon, il pense que il y a le deuxième parti de France, aux élections présidentielles, le deuxième parti de France, hein, c'est le Rassemblement national. Si on ajoute Zemmour, si on ajoute tout ça, ça fait du monde. Et que c'est vrai que dans l'ensemble, les télés, c'est pas trop leurs opinions. Donc il prend le créneau. Ça fait de la pub, ça fait de l'audimat, ça fait des trucs. Il avait Zemmour lui-même. Il y a des créatures. Moi, un jour, CNews me fait venir, on aimerait bien faire un duel régulièrement. Alors il cherchait le partenaire de duel d'une nana qui voulait lancer, c'était Eugénie Bastier. Bon, on a fait un essai, c'est passé. Moi, je trouvais ça navrant. C'est parce qu'ils ont peur. Je trouvais ça navrant. Tout simplement. Ça navrant. Qu'est-ce que j'avais à dire à cette nana, Eugénie Bastier? C'est-à-dire la dernière égérie de l'extrême droite. Ah, la jeunesse retourne à la pensée maurassienne de 1912. Bon, d'accord, mais 100 ans plus tard,
un peu plus de 100 ans plus tard, on me demande de dialoguer avec elle. Moi, j'y vais avec toute la bonne volonté. Elle me sort des énormités pendant un moment. Je vois que le présentateur de l'émission est complètement navré parce que j'arrive pas à lui servir de faire-valoir. C'est comme ça, parce que je démonte ses arguments sans trop de difficultés. Donc on n'a pas fait de deuxième duel. Ils ont trouvé d'autres faire-valoir. Puis finalement, ils l'ont mise au milieu de 4 personnes. Elle débite ses âneries. Moi, je suis pour la liberté de cette dame. Hein. C'est comme ça. Voilà, à une époque, je faisais des débats avec Rioufol sur une autre chaîne. Attends, Rioufol, il est tout seul face aux Français sur CNews. C'est complètement hallucinant, je trouve. C'est complètement hallucinant. Bon, c'est Rioufol. Un jour, il a failli faire un procès à Marianne parce que Jean-François Kahn l'avait appelé Rio Grande Folle. Moi, comment, Grande Folle? Bon, évidemment, il est totalement homophobe, donc c'était drôle. Mais on a eu aussi des lettres de défenseurs des droits des homos nous dire c'est moche d'avoir... c'est homophobe ce que vous avez dit de Rio Grande Folle. Bon, je pense qu'il faut s'amuser. Hein. Bon, CNews, c'est le créneau de... Et puis alors, ils ont trouvé le créneau de la télé poubelle en dessous du Café du Commerce, parce que ça se tient mieux. On se tient mieux au Café du Commerce que chez Hanouna. On peut boire un coup en plus. En plus, il y a à boire, c'est quand même sympa, et parfois à manger, tout ça. C'est hallucinant, c'est comme ça. Après, à l'autorité de régulation de prendre ses responsabilités quand il passe les bornes, comme pour l'histoire des histoires parfaitement complotistes qu'ils ont balancé les fausses informations sur de soi-disant réseaux où on enlève les enfants pour les égorger. Là, c'est plus pour faire la page juive. Pour revenir, parce que du coup, j'y réfléchis là, tant que je vous écoute, Guy, et je me dis, il y a peut-être deux choses en fait. Il y a peut-être une forme. Du coup, je pensais à François Héran. Enfin, je pense à des types comme ça très spécifiquement qui ont vraiment un problème. Il faut absolument que Charlie Hebdo soit islamophobe. Il faut absolument que ce journal soit islamophobe. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'immense culpabilité de ne pas avoir été là avant 2015 et qu'il faut justifier ça? Alors ça, c'est le côté peut-être un peu psychanalytique du truc, quoi. Ou alors ils ont la trouille au cul, en fait. Non, mais Héran, il a un problème. Parce que quand on s'appelle Héran, et qu'on n'est pas juif, c'est quand même un peu con. Parce que non. Ah merde, j'ai pas. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Juste, je voulais dire, je suis allé faire un reportage en Tunisie, en fait, où je suis allé rencontrer des athées. Ah oui. Et là-bas, c'est assez marrant, mais c'est que les personnes qui sont voilées, qui sont très sur la religion, on les voit comme des réacs. Comme ici, on verrait les catholiques de droite durs, etc. On les voit pas comme des progressistes. Alors en Iran aussi. Oui. Alors qu'ici, les personnes qui portent le voile vont être présentées comme féministes, anticolonialistes, etc. Donc des fois, c'est bien de se décentrer un peu pour regarder les problèmes. Oui, ça, c'est vrai que ça fait du bien quand on regarde ailleurs. C'est-à-dire que en Israël, les plus grandes manifestations de l'histoire du pays sont contre l'instauration d'une dictature religieuse. C'est tout. C'est comme ça. Les religieux orthodoxes sont une minorité qui veulent imposer leurs lois. Bon, il y a d'immenses manifestations, il y a notamment les femmes, évidemment. Et en Iran, mais en Iran, la réaction, les réactionnaires, c'est les islamistes au pouvoir. Et en plus, c'est des assassins. On peut le dire quand même, ça, sans être, comment ils disent, islamophobe. Oui, c'est les assassins. Voilà. Et tout part quand même d'un mec qui avait un voile mal ajusté. Et, oh, pauvre Sandrine. La pauvre Sandrine. Bah alors justement, Guy, page 84 de votre livre, vous écrivez « Jusque-là, les demandes d'interdiction de journaux fondés sur la moralité publique venaient des associations familiales catholiques ou des divers groupements d'extrême droite, sous prétexte de préserver l'innocence des jeunes filles et l'image de la mère de famille. Si on élargit un peu cette idée-là, puisque la censure
pour faire simple, on la rattache instinctivement à la bonne vieille droite, pudibonde, réactionnaire. Est-ce que vous avez la sensation qu'on est à une époque où c'est finalement plutôt des mouvements qu'on pourrait qualifier de gauche qui sont finalement les plus véhéments, les plus actifs, les plus virulents sur la question, par exemple, de la cancel culture? Est-ce qu'on assiste à une forme de renversement de ce point de vue-là, selon vous? Oui, mais c'est le problème. C'est-à-dire que à cette page de mon livre que vous citez, j'évoque le précédent. Le précédent, c'est l'affaire Détective. Donc Détective, c'est un hebdomadaire de faits divers fondé par Gaston Gallimard, hebdomadaire où écrit Joseph Kessel, Georges Simenon, et même François Mauriac sous pseudonyme, et moi-même sous pseudonyme. Et alors, Détective, Gallimard l'avait revendu depuis longtemps à des gens venus du roman noir et qui avaient été, dont on dit que certains avaient été des praticiens avant, et ça restait un journal de faits divers. Et à un moment, il y a une qui est un dessin de Di Marco, une affichette. Di Marco qui dessinait dans Vaillant, les éditions Vaillant, Pif, tout ça, et qui faisait des couvertures, des dessins sur les faits divers dans le Parisien, et des couvertures pour le Fleuve Noir. Fait une couverture de détective. Di Marco, c'est le promoteur du dessin réaliste, c'est magnifique. Et ce dessin, qui faisait le fait divers qui faisait la une de Détective, était une histoire de mère Macrel qui met sa sœur sur le trottoir, qui se termine au tribunal, etc. Elle livre sa petite sœur à son amant qui la met sur le trottoir. Ce qui était une histoire vraie. Et avec un procès, je crois que c'était à Bourges. Bon. Et alors, le MLF trouve que c'est une agression contre les femmes et fait un scandale. Du coup, il y a une députée socialiste et une députée communiste qui interpellent les grands progressistes qui sont au pouvoir, Monique Pelletier, garde des Sceaux, et Christian Bollet, ministre de l'Intérieur. Et la réponse est « Vous avez raison, mesdames ». Et boum, Détective est interdit. Donc Serge July fait un éditorial dans Libération qui s'appelle « Il est toujours interdit d'interdire, même pour les femmes », titre que j'ai repris avec son amicale complicité pour ce livre-là. Et effectivement, ça se passe en 79, si mon souvenir est exact, et c'est les prémices de ce qui va être ce mouvement où on nous censure non plus au nom de la morale chrétienne, de l'ordre établi, de l'honneur de l'armée, de l'Algérie française, de tout ce qu'on veut, mais au nom des minorités opprimées, des prolétaires, etc. Cette censure-là, personnellement, je l'ai déjà rencontrée. Je veux dire que j'ai visité des expositions clandestines à Prague, à Budapest et à Moscou. Je veux dire que j'ai ramené aussi des éditions clandestines d'Union soviétique et de Pologne, rencontré des auteurs clandestins. Ils étaient censurés au nom du prolétariat, au nom des peuples opprimés, comme on veut nous censurer maintenant, au nom des descendants d'esclaves, des femmes, des homosexuels, des transsexuels. Non, mais là, il y a quand même une différence. C'est que là, ça partait de l'institution, la censure. Là, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que c'est populaire. Oui, il y a des gens qui manifestent pour vous censurer. L'histoire de la pièce de Charles à Lille, par exemple. C'est surréaliste. L'histoire de la pièce de Charles à Lille, sans que les autorités ne réagissent, les autorités de l'université où ça devait se passer, sans que Mme Martine Aubry, maire de Lille, ne réponde en disant « je vous donne une salle municipale et je la fais protéger par la police en tant que maire de la ville », sans que Mme Sandrine Rousseau, à l'époque vice-présidente de l'université... Mais c'est vrai que c'est ce que disait tout à l'heure Juin, c'est-à-dire qu'il y a
ils ont peur de découvrir effectivement la question de la curiosité, c'est-à-dire que tu peux dire que le texte est à chier à la fin en fait, mais au moins va l'entendre ce texte, va le lire et ça donne des arguments. Là, le texte de Charme n'est pas à chier, il est magnifique. Mais tout à fait, en plus il est éminemment pédagogique ce texte-là évidemment, bien sûr. C'est le truc, je ne veux pas vous entendre. Mais c'est une chose, quand on vous dit on va réécrire des classiques, les éditeurs anglo-saxons commencent à faire ça. Alors on va réécrire des classiques. Putain. Alors effectivement, dans les classiques, on va trouver de tout. On va trouver de l'homophonie, de la misogynie, de l'antisémitisme beaucoup, du racisme. Et on va réécrire, ou éventuellement, sur certaines choses, est-ce qu'on peut expliquer? Et puis, que de faux procès aux auteurs, que de faux procès aux auteurs, y compris à Balzac et à d'autres. Que de faux procès. Lisons. Moi, je crois que la liberté de création, la liberté d'édition, la liberté de publier, c'est juste un pari sur l'intelligence. Ah. S'il rappelle une de Charlie, c'est dur d'être aimé par des cons, pour Dieu. Vous connaissez ce dessin? Oui. Mahomet débordé par les intégristes. Voilà. C'est dur d'être aimé par des cons. Ça change tout. Ça change tout. Ah oui, mais ça change tout. Et donc, c'est encore pire d'être censuré par les cons. Qui parfois n'ont rien compris à leur propre combat. On va finir sur ces belles paroles. Ouais. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cet échange. Si vous souhaitez échanger plus directement avec nos invités, c'est possible. Leurs livres sont en vente juste à côté. Il doit y avoir une séance de dédicace également. Je ne sais pas où exactement, mais enfin voilà. Merci à toutes et tous et très bonne soirée. Merci.